Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat en compagnie de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, je ne sais pas si Charles Aloncle regarde Immédiat, mais un de ses derniers tweets reprend précisément un des sujets que nous avions traités dans le Immédiat de la semaine dernière. Alors si son équipe ou lui nous suit et que cela leur permet d'avancer dans leur commission d'enquête parlementaire notamment, eh bien on leur fait un petit coucou. Place au programme maintenant, nous allons revenir sur l'audition de Léa Salamé justement face à Charles Aloncle. Elle était donc dans cette commission d'enquête parlementaire sur le service public, notre Léa Salamé Glucksmann nationale. Et puis, on reviendra bien sûr sur cette sordide affaire Epstein et notamment quelques-unes de ses répercussions sur des personnages en France. Si le programme vous plaît, n'oubliez pas d'ores et déjà d'agrémenter notre émission du petit pouce en l'air. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Ce sont deux gestes extrêmement simples mais extrêmement utiles. Vous le savez, l'algorithme de YouTube ne nous est guère favorable. Et maintenant, si vous êtes prêts et que vous avez effectué ces deux gestes, eh bien on va pouvoir y aller. Je vous propose pour commencer ce dossier consacré à Léa Salamé au sein de la commission d'enquête parlementaire sur le service public dirigée donc par le rapporteur Charles Aloncle, d'écouter une de ces questions. C'était justement un sujet que nous traitions la semaine dernière. Une de ces questions sur la façon dont Léa Salamé et son équipe a jugé bon de qualifier l'ICE, donc la police de l'immigration, et le journal télévisuel de France 2 avait décidé d'appeler cette police la police de Donald Trump, ce qui est un brin engagé au regard de Charles Aloncle et la réponse du directeur de publication de Léa Salamé. Lors du journal de 20h du 26 janvier dernier, vous avez qualifié le service de l'immigration et des douanes des États-Unis, ICE, je cite, de fameuse et controversée police de Donald Trump, laissant entendre qu'il s'agirait d'une forme de milice directement au service du président américain. Je pense que vous n'avez pas vu le sujet qui était lancé. Dans le sujet, il était parfaitement précisé que depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, cette police a des moyens bien supérieurs à ceux qu'elle avait auparavant. Elle a même des budgets bien supérieurs au FBI et c'est une police sur laquelle Donald Trump s'appuie pour appliquer sa politique de lutte contre l'immigration clandestine aux États-Unis. Donc la qualifier de police de Donald Trump, c'est pas du tout une atteinte au principe de neutralité, c'est juste signifier que c'est une police sur laquelle Donald Trump compte beaucoup pour appliquer sa politique, qu'on la conteste ou qu'on la soutienne, mais c'est un fait. Alors, il persiste, signe et assume. Alors, pardonnez-moi, il s'agit donc d'Hugo Plagnard, rédacteur en chef, très exactement, du JT de France 2. Jean-Yves, vous avez évidemment des réactions. D'abord, c'est très important de voir, derrière un JT, il y a les gens qui le font. Il y a les gens qui le présentent, les présentateurs, la présentatrice en l'occurrence, et derrière, il y a les gens qui rédigent. Et donc, c'est ce qu'on voit. Et c'est parfois des gens plus importants, moins connus, plus discrets, mais qui sont plus importants. En l'occurrence, c'est pas la police de Donald Trump, elle a été créée en 2003, la police de l'immigration, à l'époque des présidents de Bush, même pas d'Obama, de Bush, ça fait 20 ans. Donc voilà, c'était bien de rectifier, mais s'il fallait tout rectifier sur les chaînes de service public, on n'en sortirait pas. D'ailleurs, on voit quand son rédacteur en chef parle, on voit vraiment son langage corporel. Elle est très assertive. Elle valide, mais nous avons le droit, voyons. Alors, elle a été interrogée sur un sujet un peu plus délicat, peut-être. C'est celui de sa rémunération, de sa double rémunération en l'occurrence, puisque, vous le savez évidemment, elle est présentatrice du journal télévisé du 20h de France 2, pour lequel elle gagne 25 000 € par mois, mais elle est également animatrice et productrice de Quelle époque pour France Télévisions, toujours le service public donc, et elle a indiqué, quand Charles Aloncle lui a posé la question, que la direction de France Télévisions avait donné la consigne de ne pas divulguer les montants
des salaires. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a un deuxième point, c'est quand Charles Aloncle lui pose la question, mais pourquoi vous ne divulguez pas votre salaire, donc, mais pourquoi aussi vous êtes animatrice et productrice? Et donc, on va écouter sa réponse. Vous allez voir, c'est très original. Ou pas. Si j'étais pas coproductrice, pour vous dire les choses clairement, cette émission pourrait, sans mon accord, être animée par quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ou alors, elle pourrait être achetée par une société étrangère sans que je donne mon accord. Par exemple, une société russe qui voudrait racheter le format de Quelle Époque. Si j'ai pas droit de regard, on me demande pas, on peut la vendre. Une société russe. Ah, c'est formidable, alors que les télévisions qui étaient officiellement proches du Kremlin, les télévisions, les radios, c'est-à-dire Sputnik et Russia Today, ont été tout simplement interdites, fermées. Donc le risque que son émission soit vendue à une société russe reste assez limité quand même. Mais bon... Quand même. Alors, bon, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une omerta sur les salaires des grands présentateurs ou à France Télévisions pour une raison très simple. C'est que parfois dans l'opinion, on trouve que l'indemnité parlementaire qui est de 7 500 €, c'est très élevé. Or là, on n'est pas sur les gens des médias, on n'est pas sur 7 500 €, on n'est pas sur 15 000 €. Au cas particulier, on est sur 25 000 € pour une partie, peut-être 40 000 au total, voilà. Et donc on voit bien quand même où sont les gens vraiment importants. C'est plutôt dans les médias que dans les parlements. Voilà, c'est quand même un élément important du rapport de force. Un indicateur certain en tout cas. Voilà. Alors Léa Salamé donc n'était pas en Russie pour tenter de vendre son émission, mais elle était en Ukraine hier et elle est allée faire une interview spéciale de Volodymyr Zelensky et donc c'est en partenariat avec France Télévisions qu'elle y est allée. Et donc il y a cette citation du poste de France Télévisions pour annoncer cet entretien. Zelensky voulait qu'on vienne se rendre compte nous-mêmes du froid que vivent les Ukrainiens, explique Léa Salamé depuis Kiev où elle vient de rencontrer Volodymyr Zelensky. L'hiver est particulièrement rude en Ukraine. Il faut se rendre compte par soi-même du temps qu'il fait. Je suis assez d'accord. Je crois que le froid, c'est quelque chose qu'on ressent, qui est assez dur à supporter, assez pénalisant. Donc je pense qu'on peut effectivement avoir besoin de se rendre compte. Alors pourquoi il fait froid en Ukraine ? Parce que le climat est froid, un climat continental. Et pourquoi il fait froid ? Parce qu'il y a des pannes d'électricité liées à la guerre. Et que quand on ne chauffe pas beaucoup, il fait froid. C'est le cas aussi sur TV Liberté, dans une moindre mesure, dans la mesure où les factures d'électricité ont explosé, eh bien on est obligé de faire des économies. Et très souvent, nous avons froid. Le froid, c'est plus terrible. On parle beaucoup du réchauffement. En vérité, le froid, c'est plus pénible que le chaud. Voilà la vérité. Oui. Heureusement, à TV Liberté, nous appliquons la directive Bruno Le Maire, c'est-à-dire de mettre des cols roulés quand on travaille. Mais il est vrai que parfois, nous avons les doigts particulièrement froids pour manier nos claviers d'ordinateur. Alors aidez-nous. Voilà. Alors, aidez-nous, ne serait-ce que pour nous chauffer. Exactement. Place maintenant à notre dossier du jour. L'affaire Epstein retentit dans le monde entier et en France, si l'on peut dire quelque chose, c'est que le démarrage aura été un peu plus discret pour traiter cette information. J'ai retrouvé, pour commencer à remettre le sujet dans un contexte sympathique, j'ai retrouvé un article d'il y a 1 an réalisé par France Info. Janvier 2024, Jeffrey Epstein, l'affaire de tous les fantasmes pour la complosphère. Sur France Info, c'était donc un épisode de Complorama qui est présenté par Tristan Mendes France, qui travaille avec Rudi Reichstadt, vous savez. Vous connaissez ces 2 personnages si vous regardez Immédiat. Et donc, il déclare ceci dans l'émission, si le titre ne vous suffit pas. Je crois qu'Epstein est entré dans le panthéon mythologique de la complosphère internationale. Il est une figure qui va taper dans l'imaginaire complotiste de ce fameux complot mondial des élites pédocriminelles. Bon, il faut rappeler Rudi Reichstadt, Tristan Mendes France, qui avait été financé par le Fonds Marianne. C'est du financement public pour faire de la désinformation, occultation sur les médias de service public. Voilà. Les médias de service public, vous savez comment ils fonctionnent ? C'est la règle des 3D. Les 3D. Déni,
distraction, désinformation. La règle des 3D, retenez cela. Alors, évidemment, on n'est plus dans la complosphère, là, maintenant, avec la révélation et la déclassification partielle de données sur cette affaire Epstein. Mais donc, ça y est, la contre-offensive a été lancée dans les médias. On a The Telegraph qui nous déclare ceci, que Epstein était probablement un espion russe, de toute façon, selon Tusk. Si les Russes, c'est les Russes. Encore, alors voilà. Tusk est un agent de l'État profond démocrate américain. Voilà, ça, c'est assez clair, en Pologne. Et c'est les mêmes qui disaient que le gazoduc Nord Stream, c'est les Russes qui l'avaient fait sauter plus exactement. Alors qu'évidemment c'est leur propre gazoduc, donc c'était pas très sérieux, mais là c'est le même type d'information. En vérité, c'est un système de chantage, le système Epstein, et le système de chantage, effectivement, ça peut être utilisé par différents services. Alors c'est vrai que ça pourrait être utilisé par les services russes, ça peut être aussi utilisé par la CIA, les services américains, ça peut être aussi utilisé par le Mossad, les services israéliens. Voilà. Mais l'objectif est le même, c'est de tenir les gens. Et ce qu'on voit à travers ça, indépendamment de ce qu'on pourrait appeler de complotistes, c'est une espèce d'hyperclasse voyageant par le monde dans des superjets pour se retrouver dans des îles de folie, avec quand même peut-être des pratiques peu recommandables. Voilà. Très, très douteuse. En tout cas, quand on voit certains dossiers, c'est assez dégoûtant. C'est le Parisien qui évoque le spectre d'un gigantesque compromat. Ils disent ceci: la piste russe s'invite dans la tentaculaire affaire Jeffrey Epstein. Une des parties de ce dossier colossal mène désormais à Moscou et à un ami de Poutine, apprend-on. Alors, ça, c'est tout à fait, j'ai dit déni. Donc, vous voyez, on a eu dans un premier temps le déni. Ça n'existe pas. C'est la complosphère. Là, maintenant, c'est la diversion. Le divertissement. C'est les Russes. Bon sang, mais oui, c'est les Russes. Et puis, il y a la désinformation, évidemment. Voilà. Et là, ils sont très forts là-dessus. Le point titre, vous trouverez la couverture, l'onde de choc aux États-Unis. Mais l'onde de choc aux États-Unis peut-être, mais un des pays les plus touchés, c'est la France. Parce qu'Epstein vivait une partie de son année en France, il avait une résidence avenue Foch. L'un de ses fournisseurs de jeunes femmes ou de jeunes filles, c'était un agent de mannequin, M. Brunel, qui a d'ailleurs été emprisonné il y a quelques années et qui est mort par pendaison en prison, un suicide comme Epstein sans doute. Voilà, donc la France est très très concernée et il y a un certain nombre de personnages français qui sont cités. Il y a M. Colombe qui était proche de M. Sarkozy, il y a M. Bernard-Henri Lévy qui a rencontré Epstein à Dakar, il y a le maire, il y a un certain nombre de membres de la famille Rothschild avec qui M. Macron était en relation. Enfin, il y aurait de quoi faire. On peut aller regarder. Alors, M. Lang, on va parler de M. Lang. Parler de M. Lang. Mais juste tout d'abord, un chiffre qui a été rappelé par Laurent Oberton, c'est l'Europe héberge 60% des vidéos et des photos à caractère sexuel impliquant des enfants. Voilà, donc effectivement, oui, la France n'est vraiment pas bien placée sans doute dans ce classement. Alors l'article du Parisien, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été rédigé par Robin Corda. Robin Corda, qui est ce journaliste? Il a fait le CFJ, donc une grande école de journalisme. Ensuite, il est passé par la PQR Ouest France, donc là encore, on est bien presse quotidienne régionale, là. Le CFJ, c'était quoi? 87% des élèves qui avaient, lors d'un sondage en 2017, si ma mémoire est bonne, déclaré qu'ils votaient à gauche. Heureusement. Ça nous rassure. Vous imaginez, si c'était le contraire, mon Dieu. Il est passé par l'Express au service enquête, puis Slate, un rapide passage à Libération pour atterrir ensuite au Parisien. Et évidemment, Slate, il faut rappeler que c'est la propriété, presque, si l'on peut dire ainsi, de Ariane de Rothschild. Qui est dans les
Epstein Files, voilà. 93% ouais, de Slate. Enfin voilà, coïncidence, je ne pense pas. Donc effectivement, le nom de Jack Lang, aux côtés de sa fille Caroline, est énormément ressorti dans les dossiers Epstein. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'a polarisé, sur ce personnage et sa fille, qu'a polarisé la presse. Je vous propose d'écouter peut-être un rapide entretien de Jack Lang avec Apolline de Malherbe. Jack Lang, il y a bien un moment où vous avez su quand même pour Jeffrey quoi Epstein, pour son passé. Mais rien. Jamais. Rien. Vous l'avez appris au moment de son Écoutez, arrestation. je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile. En plus, moi, je ne m'intéresse pas à la vie privée des gens. Oui, mais tout de Je ne même, m'intéresse c'est pas. pas n'importe Je ne quoi. m'intéresse pas. Non, mais c'est pas ça qui est Écoutez, privé. il faut que les personnes qui nous écoutent sachent que ce monsieur était un autre que le criminel que l'on décrit aujourd'hui. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le Jeffrey que j'ai connu, c'était un homme passionné d'art, charmant. Quand je dis ces paroles, ça m'a choqué. Mais c'était la vérité. Mais votre fille, très vite découvre qu'il a été condamné, qu'il a fait de la prison, et vous, jamais. Jamais. C'est-à-dire que quand vous le voyez ensemble, quand elle se met à travailler pour lui, jamais. Jamais, vous dites jamais. Je parle avec mon cœur et avec mon esprit. Il était si gentil. Hein. Enfin, c'est fabuleux, voilà. hein, vraiment. C'est C'est un grand comédien. C'est un grand, il a été ministre de la Culture, socialiste, grand comédien. Ouais. Là, un article du Figaro rappelle qu'ils avaient un riad au Maroc ensemble, donc il y avait une société offshore. Ils parlaient dans des mails de la nouvelle sexualité des enfants ensemble. Bon. Alors, deux choses là-dessus. Évidemment, il fait partie des signataires de la pétition de libération, cet excellent journal de 1997, je crois, ou 1977, pardon, pour la légalisation de la pédophilie, c'est-à-dire les pratiques sexuelles avec les enfants. Donc voilà. Et d'ailleurs, feu Roger Hollande, l'avait accusé très clairement d'abuser sexuellement des petits garçons au Maroc. Il n'a jamais été poursuivi. Il avait dit d'ailleurs, Roger Hollande, si je mens, qu'il me poursuive en diffamation. Il n'a jamais été poursuivi. Voilà. Ni Jack Lang, ni Roger Hollande, d'ailleurs. Parce que Jack Lang n'a jamais été poursuivi. Il est d'ailleurs pour les faits, à nos frais, tout de même président de l'Institut du monde arabe. C'est payé par les impôts des Français. Ça, 10 000 euros par mois, plus les frais. Voilà. Plus les frais. Et les frais doivent être plus importants que les 10 000 euros. La belle vie. Il faut rappeler que Jeffrey Epstein a également légué 5 millions de dollars à Caroline Lang, qui a démissionné du syndicat de la production indépendante le jour de la révélation, ou le lendemain de la révélation des dossiers Epstein. Mais évidemment, ça n'a aucun rapport. C'est quand même significatif que cette femme était à la tête de la production indépendante en matière de cinéma. Indépendante de qui? Vous comprenez, avec un papa ministre de la Culture, on peut tout faire. Alors, toutefois, il y a une information que je souhaite mettre en parallèle de cette affaire Epstein. C'est la perquisition des locaux français de X, Jean-Yves, qui a eu lieu le 3 février, donc en même temps un peu que la sortie de tous ces Epstein Files. Est-ce qu'il faut y voir un lien entre toutes ces affaires ? Si vous voulez, on est un peu dans le déni, les 3D, déni, diversion, désinformation. Et là, on met en avant la scène de perquisition de X. Alors, il y a tout un ensemble d'événements. Il y a les réquisitions contre Marine Le Pen. Il y a le projet de loi soi-disant pour protéger les enfants, mais qui vise en fait à contrôler les accès aux réseaux sociaux de tout le monde. Voilà, il y a l'affaire Epstein qui sort à ce moment-là. Et la perquisition de X, elle arrive là-dedans pour faire un peu de diversion. Mais on est dans une logique liberticide. On est dans une séquence liberticide. Alors tout ça, ça peut arriver. Je pense que la perquisition de X, elle était prévue depuis un certain temps, parce que c'est pas des choses qui se déclenchent en 24 heures. Mais il y a quand même une convergence de faits. Voilà, c'est ça qu'on peut dire.
Un dernier point important d'ailleurs dans cette convergence de faits sur la perquisition de X, c'est la déclaration absolument incroyable de la procureure de Paris, Madame Bécuot, qui dit qu'elle opère pour garantir in fine la conformité de la plateforme X aux lois françaises, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de poursuivre d'éventuels délits, c'est de changer les pratiques de la plateforme X, ce qui n'est pas le rôle de la justice. Ce qui n'est pas le rôle de la justice, c'est une confusion, une ingérence de la justice dans la partie, on peut dire, exécutive. Voilà. Mais apparemment, Mme Bécuot ne connaît pas très bien le droit. Place maintenant au pastis de l'information. Et on commence ces pastis de l'information avec toujours des remous à CNews. Sonia Mabrouk, semble-t-il, c'est un peu plus confirmé que la semaine dernière, serait sur le départ. Le torchon brûle entre l'animatrice et les dirigeants de CNews, nous informe Le Figaro. Elle était absente de Midi News après une altercation, semble-t-il, assez violente avec sa direction. On a une information qui est donnée par Sa direction, en l'occurrence, c'est Serge Nedjar. Exactement, Voilà. c'est Clément Guérin qui réitère cette information en disant que Serge Nedjar a fait irruption dans la loge de maquillage. Il a hurlé en disant « Morandini restera coûte que coûte et ceux qui ne sont pas contents, c'est la porte, c'est la porte, c'est la porte ». La direction de Canal+ a nié cette altercation entre les deux intéressés. Ils ont rappelé, ce que je trouve personnellement qui n'est pas très élégant, que Sonia Mabrouk était enceinte de 48 ans et que... Enceinte à 48 ans, pas depuis 48 ans. C'est vrai que c'était un peu long. Et qu'il s'agissait donc d'une grossesse à risque, tant elle est gériatrique. Voilà, mais le torchon brûle sérieusement entre Nedjar et Mabrouk. Évidemment, son congé maternité va rentrer en plus en collision, mais elle risque sans doute de basculer autre part, soit dans le public, soit dans le privé. Alors, dites-nous en plus. Moi, je crois que l'affaire Morandini, je pense que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais l'affaire Morandini révèle des conflits qui étaient un peu latents entre la direction, en l'occurrence M. Nedjar, et un certain nombre d'intervenants plus ou moins importants de CNews qui sans doute souffraient d'un interventionnisme assez fort de la direction. Et l'affaire de... c'est la chaîne de la liberté dans la mesure où elle amène du pluralisme qu'on ne trouve pas sur d'autres chaînes. Voilà. Après, il peut y avoir des directions plus ou moins souples. Et je pense que l'affaire Morandini sert à ça, parce qu'il y a eu quand même une assez forte tension dans le traitement du conflit à Gaza, israélo-palestinien, qu'il peut y avoir un certain nombre de tensions sur d'autres sujets. Et donc, et notamment, il y a un certain nombre d'intervenants catholiques qui sont un peu mal à l'aise avec l'affaire Morandini. Je pense par exemple à Philippe de Villiers. Voilà. Bien sûr, qui s'est positionné lui aussi. Ou le jeune qui est au JDD. Voilà. Un peu de journalisme fiction, Jean-Yves, pour l'avenir de Sonia Mabrouk. Vous la voyez où, vous, personnellement, si jamais elle quitte CNews ? Je ne sais pas. BFM lui avait proposé un super poste. BFM lui avait proposé... Voilà. Elle est quand même très indépendante et sur une ligne qui n'est pas forcément quand même très compatible, même si elle a besoin de liberté et qu'elle n'en avait peut-être pas tout à fait assez sur CNews. La ligne de CNews est quand même globalement plus compatible avec elle que la ligne du service public, par exemple, ou que même de BFM. Fogiel cherchait à droitiser un peu sa ligne éditoriale pour attirer un autre public, puisque leurs audiences s'écroulent. Bon, on verra. La meilleure des censures, vous le savez, c'est sans doute l'autocensure. Et dans ce cadre-là, la vérification de l'âge signant la fin de l'anonymat sur Internet est un excellent biais pour instaurer cette autocensure parfaite. Et je vous propose d'écouter Aurore Berger sur la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Elle était interrogée par Apolline de Malherbe.
L'interdiction des réseaux sociaux, on a un exemple très concret qui est celui de l'Australie, qui démontre que c'est possible, qui démontre que des applications, elles ont tout simplement été désactivées, ce qui fait que les jeunes là-bas ne peuvent plus, à moins de 15 ans, là-bas c'est 16 ans, y avoir accès. Je pense qu'il n'y a pas une famille qui nous écoute ce matin, qui n'a pas un conflit dans sa famille sur l'usage du téléphone portable, sur l'usage des réseaux sociaux, sur les angoisses que ça génère chez les parents, sur ce à quoi nos enfants peuvent avoir accès. Et je peux vous dire que je suis malheureusement dans ce ministère bien placée pour savoir ce à quoi ils ont accès. Que ce soit l'antisémitisme, que ce soit le racisme, que ce soit la haine à l'encontre des femmes, que ce soit la question de la pornographie, voire de la pédopornographie. Donc on a des enjeux majeurs, qui sont des enjeux de protection. Nous sommes d'accord c'est ce qu'on sur a ce fait. sujet. Oui, mais tout le monde n'était pas d'accord. Mais c'est obstruction massive de la France insoumise à l'Assemblée nationale, refus de reconquête aussi sur le sujet. Mais il faut dire pourquoi, parce que in fine, c'est la fin de l'anonymat. Non mais attendez, déjà, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui peut se poser. Non mais c'est une vraie question qui peut se poser, et sans doute qu'elle se posera en 2027, pendant la campagne présidentielle, savoir si oui ou non on considère qu'on peut continuer à déverser de la haine sous couvert d'anonymat dans notre pays. Je pense que vous en faites l'objet de manière quotidienne, moi aussi, comme des milliers et des milliers de Français. Est-ce que vous voulez tomber dans l'autre côté de la surveillance généralisée, Aurore Berger ? Mais c'est pas une question de surveillance généralisée, c'est une question de quelle liberté voulons-nous exercer ? Quelle liberté voulons-nous exercer ? Non, c'est pas ça qu'elle veut dire, c'est quelle liberté voulons-nous supprimer ? Voilà. Ils sont dans une logique liberticide. Comme le réel leur échappe, ils sont dans une logique liberticide. Et vous voyez comme on passe de la protection des enfants à la haine en ligne jusqu'à la présidentielle, c'est incroyable. Et puis le dossier, ma foi, sera traité pour 2027, c'est génial. D'ailleurs, je note que l'exemple de l'Australie, il a bon dos, parce que quand il s'agit de parler en revanche, et ça c'est une pratique de l'Australie, de ramener les bateaux de migrants à la frontière, l'exemple est quand même un peu moins repris et moins exemplaire, hein, si je puis dire ainsi. On a Pavel Durov qui a déclaré ceci: ce n'est plus un pays libre. Le patron de Telegram tacle la France après la perquisition du réseau social X, et sans doute aussi après cette interdiction de l'usage des réseaux sociaux. On ne sait pas encore lesquels. Jean-Yves, vous avez un dernier commentaire à faire sur ce sujet ? Pavel Durov, il a quitté la Russie pour la France, et il découvre que la France n'est pas un pays libre. Il appelle lui-même 96 heures de garde à vue, je rappelle, il y a un an. C'est un peu comme Solzhenitsyn, qui avait quitté l'Union soviétique et qui avait découvert que finalement l'Occident n'était pas autant la terre de liberté que ce qu'il avait imaginé quand il était de l'autre côté du rideau de fer. Voilà. Elon Musk est convoqué lui-même par la justice française, donc cette fameuse procureure que vous décriez. Oui, personnellement, je ne lui conseillerais pas de venir, parce qu'on lui dit c'est une audition libre, et puis au cours de l'audition, on pourra peut-être dire, compte tenu des éléments nouveaux, à partir de cette heure-là, vous êtes en garde à vue. Je ne ferai qu'une confiance limitée dans les services liberticides de la justice française. Carlos Bilongo, le retour, figurez-vous que de nouveaux extraits viennent de paraître sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, c'est l'excellente Radio Courtoisie qui les a décelés et qui les a diffusés sur sa matinale Ligne Droite. Je vous propose de l'écouter. Voilà, il y va à nouveau. Et ça ne les dérange pas quand c'est Zemmour qui a des propos xénophobes ou autres, des propos séparatistes, des racialistes. Ça ne les dérange pas quand ça va être Madame Sarah Knafo. Parce qu'ils sont blancs. Exactement. Les blancs ont... Ou même d'autres personnes qui... les blancs ont un privilège. Non français. Ou les franco-israéliens. Moi, je vois des franco-israéliens, des fois, ils ont des propos. Mais ils sont blancs. Tu dois retirer leur passeport. Moi, leur passeport, tu le retires, tu le déchires devant eux. Ils sont blancs. Appelons un chat. Alors que... Il y a une sorte de... Enfin, on y va franco, quoi. Ah oui, ils sont tout à fait tranquilles. On peut parler des Blancs. On peut retirer la nationalité à nos compatriotes juifs sans problème. Et là, déchirer leur passeport, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Mais personne n'y trouvera à redire. C'est très démocrate. Ah oui, c'est vraiment le deux poids, deux mesures à l'état pur. Déni toujours avec Laurent Nunez qui était interrogé par France Inter et il a déclaré ceci, vous allez voir, c'est extraordinaire. On ne vit pas dans la France orange mécanique, on n'est pas dans une France coupe-gorge,
il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Alors, il était interrogé sur une supposée brutalisation de la société dénoncée fortement à l'extrême droite. C'est un article de BFM, là, en l'occurrence, qui reprend ce propos. Alors, il faut quand même rappeler qu'on a une année record pour les tentatives de meurtre, pour les coups et blessures, pour les violences sexistes et sexuelles, et qu'il y a 6 fois plus de blessés qu'il y a 30 ans suite à toutes ces conséquences. Jean-Yves, là, c'est le déni encore, hein? C'est le déni. C'est le déni. Déni et désinformation, puisque de son poste de ministre de l'Intérieur, tout de même... Déni et désinformation. Vous savez, il avait commencé en disant je ne sais pas combien il y a de clandestins, et en citant d'abord le chiffre de 200 000, ce qui est une vaste blague. Il a été obligé très vite de remonter à 800 000, lui aussi dans le déni. C'est Sonia Mabrouk qui était un peu moins dans le déni que lui. Oui. Alors, il appelle à rester raisonnable dans l'interprétation et l'utilisation des données pour préserver, tenez-vous bien, l'image de la France à l'international. Et vous savez que la semaine dernière, il avait répondu à une députée écologiste à propos du site Où va ma France, qui est un site de statistiques, de statistiques officielles, de cartographie de statistiques officielles, qu'il n'y avait pas de délit, mais qu'on allait quand même chercher, et que le directeur général de la police nationale allait chercher les moyens de le faire taire. Voilà. Ce qui est, là encore, la démarche liberticide. Oh, il a confondu son rôle de ministre de l'Intérieur avec préfet de police, j'imagine. Oui, vous savez, au ministère de l'Intérieur, il y a une direction des libertés publiques qu'on devrait renommer direction de la répression des libertés publiques. Ce serait beaucoup plus juste. Et enfin, pour finir nos pastilles de l'information, vous allez voir que France Inter était complètement en roue libre, comme bien souvent, une radio de service public, on le rappelle. Ils étaient en enregistrement public pour des émissions. Alors, ils font des petites tournées comme ça, en fait, avec leurs animateurs et certains de leurs humoristes. Et là, cette fois-ci, c'était à la chapelle Corneille à Rouen. Détail important, il faut préciser que cette chapelle, a priori, est désacralisée, mais elle garde tout le décorum malgré tout, puisqu'on envoie la photo avec l'hôtel. Bref, et notamment il y avait 2 heures d'émission, parce que ça durait toute la journée, qui s'appelle Zoom Zoom Zen, et dans laquelle étaient invités les humoristes Merwan Benlazar et Camille Laurenté. Et je vous propose qu'on les écoute, parce que vous allez voir, c'est lunaire. Enfin, pourquoi se casser le cul avec le suffrage universel quand la sélection naturelle marche aussi bien, quoi? Non mais fuck le droit de vote, rétablissons la peste. Voilà. Putain, mais balançons des poux pleins de typhus au siège du RN et voyons ce qui reste, voilà. Non mais je propose des petites solutions. Je pense que ça ferait une super comédie musicale. Jordan a une variole mortelle, elle va le tuer en 3 jours. Jordan a une variole mortelle et Marion Maréchal a les mêmes symptômes. Si tu veux, on l'achète. Pas trop, mes enfants, n'en faites pas trop. Et mesdames et messieurs, avant de commencer cette chronique, j'aimerais rappeler quelque chose d'important. Les fachos détestent le service public et j'aime imaginer Pascal Praud tomber sur cette image. Tomber sur moi à la place du prêtre dans une cathédrale. Et oui, et imaginez balancer son verre de whisky sur l'écran en criant « Il est insupportable! Vous êtes insupportable! Oh, moi, j'ai rêvé de ça toute ma vie, les gars. Faire le prêche dans une église. Après, on m'a dit qu'elle était désacralisée. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas, elle est désacralisée pour qui? C'est insupportable, de fait. Ce qui me gêne le plus, c'est le rire mercenaire qu'on entend. C'est-à-dire les gens qu'on a fait venir, peut-être qu'on a payé pour applaudir et pour rire avec des rires forcés. Parce que, bon, moi je suis pas... L'humour c'est très bien, mais ces gens-là ne sont pas drôles. Mais il y a les rires forcés derrière, parce que comme on sait qu'on ne va pas rire naturellement, il y a le rire forcé. Voilà. Tout ça avec l'argent du service public, bien entendu. Tout à fait, c'est vos impôts. Vos impôts. Il faut vos impôts payent des gens pour rire. Ils sont payés pour rire.
Il y a des choses pas drôles. Ah, des choses pas drôles, oui, bah sinon. Et puis c'est quand même vaguement un appel à la mort et au meurtre. Alors on pourrait dire que c'est un appel à la meurtre, sous couvert soi-disant d'humour, mais voilà, oui. Absolument. Et en plus elle chante faux. Et alors ça vraiment c'est détestable. Alors il faut noter qu'à France Inter il y a un petit roulement là qui s'opère. Adèle Van Rett démissionne et elle va être remplacée par Céline Pigalle. Jean-Yves, vous pouvez nous en dire plus sur cette personnalité? Écoutez, on n'en sait pas encore beaucoup. Madame Adèle Van Rett avait abouti à une chute récente de l'auditorat, à hauteur de 500 000 personnes, donc c'est peut-être ce qui explique son départ. Alors par contre, Madame Céline Pigalle est bien connue de nos services. Elle a été honorée plusieurs fois à la cérémonie des Bobards d'Or, et notamment, c'est plutôt la version muselière d'or. Muselière d'or, puisque quand elle était directrice d'ITélé, avant qu'ITélé ne devienne CNews et avec les transformations qu'on connaît, quand elle était directrice d'ITélé, elle avait réussi à la fois à censurer et interdire d'antenne Robert Ménard, puis Éric Zemmour. Donc c'est vraiment, on sait qu'on a quelqu'un qui va être une censeur en chef. Voilà, avec l'argent des contribuables. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle qu'il est nécessaire de cliquer sur le pouce en l'air si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Je vous le montre là avec mes petits doigts. Et puis, bien sûr, Jean-Yves, on ne laisse pas nos téléspectateurs sans leur expliquer qu'ils peuvent retrouver plus de détails sur Madame Céline Pigalle, puisque c'est le portrait piquant de cette semaine en partenariat avec Logim et présenté par Claude Cholet. Merci à tous d'être toujours fidèles au rendez-vous d'Immédiat. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, à très vite sur TV Liberté. Céline Pigalle n'est pas la plus connue des journalistes de radio-télévision. Mais elle représente une sorte d'archétype du monde libéral-libertaire, marqué à la fois par l'intolérance, l'entre-soi et la bonne conscience. Céline Pigalle est née en 1972 dans la région parisienne. Études à Sciences Po, puis à l'école de journalisme de l'ESJ de Lille, la plus gauchiste des écoles de journalisme. Elle sera plus tard membre du conseil d'administration de l'école. Elle remporte une bourse qui lui permet de rentrer à Europe 1, service économie, correspondante à Berlin, à Bruxelles, puis rédactrice adjointe de la rédaction. Elle rejoint Canal+ et iTélé en 2011, dont elle est évincée par Vincent Bolloré en 2015. Elle sera une des plus acharnées pour interdire d'antenne Éric Zemmour sur iTélé en 2014. La chaîne sera alors condamnée à 50 000 € de dommages pour rupture abusive de contrat. Suit un épisode burlesque qui illustre en partie les mœurs de certains journalistes. Elle est accueillie sur LCI, qu'elle quitte 3 mois après pour rebondir à BFM TV, où elle retrouve Marc-Olivier Fogiel, qu'elle avait déjà rencontré à Europe 1. Le plus drôle, c'est qu'elle avait vertement critiqué BFM TV lorsqu'elle était sur iTélé. Elle voulait alors développer, je cite, un discours autour de valeurs pour se démarquer de la première chaîne d'information BFM TV, mêlant la recherche d'un recul contre l'immédiateté de l'information réelle et la défense d'un certain humanisme. Fin de citation. Un humanisme à géométrie variable pour celle qui devient directrice de la rédaction de BFM TV. Le mouvement des Gilets jaunes et la crise du Covid seront des chemins de croix pour BFM, accusés de suivre de trop près le discours gouvernemental. Elle se défendra maladroitement en soulignant, je cite, dans un moment aussi où on dit qu'on est en guerre, avec toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ce serait fragiliser un consensus social. Fin de citation. Traduction. On peut mentir, pas trop, un peu, mais de bonne foi, pour conforter une parole politique. Reconnaissons à Céline Pigalle le mérite de la franchise. En février 2023, elle est nommée à la tête du réseau de radio publique locale France Bleu en lieu et place de Jean-Emmanuel Casalta.
Il lui incombe de faire cesser l'érosion progressive des audiences et de mettre en œuvre le rapprochement forcé avec France 3, ce qui lui a valu d'entrée une motion de défiance. Céline Pigalle intègre du même coup le comité de direction de Radio France. Pour revenir au renvoi d'Éric Zemmour, dit Télé, elle se justifie ainsi. Je cite, « Éric a longtemps eu une lecture des événements enrichissante. Mais lors de la sortie du Suicide français, il a multiplié les provocations gratuites pour mieux vendre son livre. Je ne l'ai pas licencié par idéologie, mais par pragmatisme. Il ne respectait plus rien. » Fin de citation. Explication de texte. Éric Zemmour ne respectait plus les codes du journalisme de la gauche progressiste de son milieu. Comme le chantait Guy Béard, il a dit la vérité. Il doit être exécuté, de préférence par ses confrères.